Ok, qu'est-ce qu'une dystopie ? Si on va sur notre moteur de recherche préféré, qui pollue un max et que nous cherchons sa définition, on nous dit Une dystopie est un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Ok, donc c'est quoi une utopie ? C'est un idéal, une vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Autrement dit, une société fictive idéale. L'inverse d'une société idéale, c'est donc une société éprise par une politique, exerçant une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs, où le peuple, perdant tout libre arbitre, n'exerçant plus rien mis à part survivre, est plongé dans le chaos. Mais un exemple valant mieux que 1000 mots, laissons-nous nous entraîner dans le monde sombre et déstructuré de Dishonored. Bienvenue sur Pandicia. Le continent qui abrite la ville de Dunwall, capitale de Crystol et lieu de nos premiers pas dans cet univers. À première vue, c'est une ville tout à fait normale, banale pour son époque. Cité baleinière industrielle sous gouverne d'une impératrice en partie appréciée par son peuple, malgré la famine et la maladie. Nous y plongeons en grande pompe, sous les traits du protecteur royal et mari de l'impératrice, Corvo Attano. De retour d'une mission diplomatique sur les autres îles du continent, visant à chercher et trouver de l'aide contre la peste du rat qui frappe la capitale de l'Empire, c'est en chaloupe motorisée, par l'huile de baleine, que nous rentrons chez nous. Enfin, chez lui. Nous retrouvons notre fille, les conseillers en tout genre et l'impératrice, mais sans apporter de grandes nouvelles. Car aucune des maladies recensées, sur aucune des îles visitées, n'était semblable à la crise que l'on connaissait. Ce fléau était même macabrement nouveau. Mais il semblerait que nous n'avons nul le droit de s'apitoyer sur le sort des citoyens de Dunwall, car le complot donnant tout son sens au titre de ce jeu fut lancé. Dode, assassin engagé par les vils conseillers du pouvoir impérial, prit place sous la gloriette, enleva notre jeune fille Emily, tua l'impératrice Jessamine, puis disparut comme par magie. Restant seuls témoins et survivants de la scène, nous sommes pris pour le bourreau, nous jetant en cellule sans jugement, laissant notre nom déshonoré. Pour la faire courte, on s'échappe, on se joint loyaliste voulant remettre Emily Kaldwin sur le trône, on se lie d'une amitié morbide à sens unique avec la figure religieuse du coin, l'outsider, nous décotant des pouvoirs surnaturels au passage, que nous acceptons, ou pas. On se venge, on sauve Emily, on se fait trahir par les loyalistes, on se revenge, on redevient protecteur royal, lavant nos fictifs péchés mais ne gardant pour la plupart qu'un nom encrassé. Ça, c'était l'histoire abrégée de ce monument personnel du jeu vidéo qu'est Dishonored. Mais vous savez ce qui rend ce jeu si unique ? Eh bien, tout. C'est tout ce que ce jeu, cette licence, peut apporter quand on s'y plonge ne serait-ce qu'une petite heure durant son après-midi, sa soirée ou son week-end, son adolescence, pour certains. Son rapport à l'art dans sa globalité, voilà. Je pourrais m'arrêter là, stopper cette vidéo ici en vous souhaitant une bonne journée, sans devoir développer, tellement cela se ressent, se voit et se vit. Car qu'est-ce que l'art en soi, si nous ne ressentons rien finalement ? Vous êtes-vous déjà senti happé, attiré par une œuvre de n'importe quel degré d'art, que ce soit le cinéma, la littérature ou la peinture, vous faisant ressentir ce besoin profond d'en vouloir plus ou d'en vivre plus ? C'est ce que fait ressentir Dishonored. Alors je sais, je ne suis peut-être pas objectif, donc faisons un pari. Lancez ce jeu ne serait-ce que le temps d'une mission, et je vous demanderai de me dire à quel moment vous n'avez pas contemplé que ce soit la musique, vous laissant comprendre que vous n'êtes pas dans votre confort habituel, la direction artistique qui vous fait plonger dans une peinture de Vermeer, grande inspiration quant au jeu de lumière, ou de Grimshaw. Non, pas lui. Lui, voilà. Qui lui inspire à l'ambiance du jeu. Mais ça, on en reviendra peut-être un peu plus tard. La morphologie des personnages non-joueurs, les PNJ, qui vous font comprendre de quelle classe et de quelle utilité ils se rapprochent. Exemple, les aristocrates sont représentés par le corps fin,
chétif, laissant comprendre que, mis à part boire du vin en société et fumer des cigares entourés de prostituées, ils ne font rien de leurs mains. Contrairement aux artisans, aux soldats bas gradés ou aux membres de gangs qui, eux, sont morphologiquement créés, plus carrés et robustes, pour nous laisser le comprendre. Les détails de l'environnement, qui vous font comprendre dans quel type de quartier ou d'établissement vous vous trouvez, que ce soit chez un bourgeois paradant fièrement dans son salon aux murs et mobiliers de couleurs vives et luxueuses, ou dans une ruelle où la peste du rat a pu faire certains ravages. Et si malgré ces points-là, vous n'avez toujours pas contemplé ce jeu, eh bien vous avez remporté le pari, et ce que vous avez gagné, c'est d'avoir pris du plaisir. Car c'est ça aussi le but d'une œuvre, prendre du plaisir. Et dans Dishonored, il n'y a pas qu'une seule manière d'en prendre. Ok, remettons les choses dans son contexte. Dans Dishonored, pour parcourir le monde et avancer dans l'histoire principale, nous rencontrons un système de missions, segmentant alors votre progression tout du long de votre session de jeu. Dans le premier opus, ce n'est pas moins de 10 missions qui constituent la trame principale, et 9 pour le second, sans compter les DLC au nombre de 3. Ici, pour Dishonored, premier du nom, la lame de Dunwall, où nous incarnons Daud, l'assassin de l'impératrice, ayant seulement 3 missions, et les sorcières de Brigmore, toujours en incarnant Daud, avec 4 missions. Pour Dishonored 2, la mort de l'Outsider, celui-ci possède 5 missions. Ces missions ou chapitres ne sont pas là seulement pour poser un lieu, un contexte géographique pour l'histoire, mais c'est un monde rempli de vie ou de mort, de détails mais surtout de missions secondaires, pas toujours indiquées pour le joueur. C'est grâce notamment à cette non-indication que le joueur se voit plongé dans un monde ouvert, à explorer, bien que la zone soit, entre guillemets, fermée à celle de la mission. Vous avez donc le choix, faire l'histoire principale sans se soucier des missions secondaires, ou mettre en pause ce fil rouge pour au contraire les découvrir le temps d'un détour d'une ruelle infestée par les rats et les pesteux. Vous pouvez également faire tout ça avec ou sans les pouvoirs offerts par l'Outsider. Si vous préférez vous la jouer Splinter Cell avec un brin de conscience, donc de jouer de manière discrète et non létale, vous pouvez. C'est d'ailleurs ce que je préfère. Si au contraire vous êtes assoiffé de sang et de chaos, mais que la furtivité vous ennuie, vous pouvez également procéder de cette façon. C'est aussi ça, le charme de Dishonored. Vous pouvez faire ce que vous voulez et de la manière que vous préférez. Et pour ça, ce n'est pas moins de 32 styles de jeu pour le premier, et pour le second, c'est le double. Car nous avons le choix, en plus de jouer certes Corvo, mais notre fille Emily, qui a maintenant bien grandi. Mais ne vous attendez pas à ce que vos actes n'aient aucune conséquence sur le monde qui vous entoure. En effet, si vous décidez de jouer de manière complètement létale, les cadavres s'empilant sur votre passage vont créer la source parfaite de diffusion de la peste, car qui dit plus de cadavres, dit plus de rats, qui dit plus de rats, dit plus d'infectés. Les géniards. Je vous laisse deviner pourquoi on les appelle comme ça. Vos actes ont des conséquences. Cette phrase n'a jamais pris autant son sens dans un jeu vidéo que dans l'univers de Dishonored. Et malgré tout, c'est beau. C'est beau car quand plus tard, après avoir engendré une tuerie dans un bordel ou dans un caniveau, vous vous retrouverez dans une salle, une rue ou n'importe quelle zone où le sol est jonché de rats et que vous mourrez en boucle sans pouvoir atteindre ne serait-ce que le passage suivant vous menant à la suite de ce même niveau. Ce n'est pas le jeu qui décide de vous mettre des bâtons dans les roues ou que votre difficulté initiale a été changée par erreur. Non. Ce sont simplement les conséquences de vos actes passés qui l'ont rendu comme il est à présent. Il n'y aurait pas eu autant de rats pesteux si, plus tôt, dans votre odyssée, vous aviez décidé de ne pas tuer cet aristocrate, se baladant sur les quais, ou ce marchand clandestin dans sa boutique. Vos actes ont des conséquences. Mais celles-ci ne sont pas seulement destinées qu'aux joueurs. Ok. On est passé à côté d'une information essentielle qui est quel studio a pu être à l'origine de cette création. Eh bien, Cocorico, c'est le studio lyonnais Arkane Studio. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, qui est maintenant internationalement réputée, laissez-moi vous faire un petit résumé de leur création. Voilà qui sont Arkane Studio. C'était trop rapide ? En même temps, la seule licence qui doit vous intéresser ici, c'est celle qui constitue le sujet de cette vidéo. Quoique...
Avant Dishonored, il y avait ça. It has been 1,000 years, Zareth, since the seventh dragon banished our kind from the face of Ashath. For 10 centuries, we have waited for our vengeance. Tell-you-now! They're here! To arms! Every man to arms! Together we shall bend Ashath to our will, or break it to pieces. Sorti en octobre 2006, Might and Magic Dark Messiah est un succès, en ayant engendré un total d'1 million d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, on peut se dire que ce chiffre n'est pas du tout une réussite quand on voit le chiffre de copies vendus en 2023. 19,5 millions de ventes pour The Legend of Zelda Tears of Kingdom, 22 pour Hogwarts Legacy et 33 millions pour le troisième volet de Baldur's Gate. Mais rappelez-vous que nous étions qu'en 2006, que GTA Vice City vient de sortir, que nous sommes 2 ans seulement après la sortie de WoW aux États-Unis et que le grand frère de Skyrim venait de faire ses premiers pas dans l'industrie. 1 million de copies vendues reste un succès indéniable pour le studio en vue de l'époque. Mais pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas en faire plus ? Confiez-nous plus de projets, nous avons les épaules. Malgré l'annulation en plein développement du jeu The Crossing, Arkane revient sur le devant de la scène avec un petit jeu, sans prétention et que peu de gens connaissent. BioShock 2. Ok, il s'agit même pas d'un tapis doré qu'on leur met sous les pieds, non. C'est plus que ça, on leur donne les clés de la ville. Et ça, le studio lyonnais l'a bien compris et ne vont certainement pas en rester là. 2 ans après nous avoir littéralement plongé dans la ville sous-marine de Rapture, un autre studio, à l'origine de la naissance d'un enfant de dragon ou un truc du genre, se prépare à annoncer une création d'un petit studio très petit maintenant, et ce n'est nul autre que Dishonored. 4 nominations, plusieurs hautes distinctions et l'acclamation du public plus tard, le jeu sort enfin dans les salons, et le moins que l'on puisse dire c'est... quel raz-de-marée. Plus de 460 000 copies vendues la première semaine aux États-Unis. Un succès, rien que ça. Son succès est dû à tout ce que l'on a expliqué, sa maniabilité, son gameplay, son originalité bien sûr, mais surtout à sa beauté. Du moins, c'est comme ça que j'ai appris à l'aimer, que je l'aime et que je continue à y rejouer plus de 10 ans après sa sortie. Son ambiance, du Londres victorien dans son univers steampunk reflétant les peintures de John Atkinson Grimshaw, par le phare de Scarborough, du Retour à la maison, ou Whitby au clair de lune. Sa lumière naturelle, essayant de se frayer un chemin sur notre visage de pixels, malgré la pollution de la révolution industrielle, et sa lumière artificielle, par celle des huiles de baleine dans leur réceptacle rougeâtre, rappelant la laitière de Vermeer. Où cette lueur provenant de la fenêtre nous laisse ressentir qu'il existe autre chose, en dehors que le sujet de cette toile. Ou la jeune fille à la perle, qui, malgré une part d'obscurité représentée par le fond noir, nous donne ce sentiment d'espoir par l'apparition de la lumière pourtant cachée, qui illumine les traits faciaux de cette jeune femme ainsi que la perle portée à son oreille. Par sa musique, composée en grande partie par le grand mais regretté Daniel Licht, qui nous a quittés le 2 août 2017, qui nous fait ressentir ce que stress, violence et calme signifient dans un monde qui est bien la copie de ses sonorités. Et pour tout ça, merci Monsieur Licht. Merci Arkane Studio de nous faire vivre des expériences aussi fortes et profondes. Et merci à vous d'avoir regardé ou écouté cette vidéo. Cela demande bien sûr du travail, mais celle-ci ne se fait pas ressentir quand on parle de quelque chose que l'on aime. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peut-être que l'on se reverra pas, ou peut-être que si, mais si ce n'est pas le cas, adieu. With blood in our veins, in the air, in our chest,